Salut à tous et c'est parti pour cette dernière ronde du championnat du monde 2024 qui oppose Ding Liren à Gukesh. On a ici Ding qui a les blancs, Gukesh qui a les noirs. C'est la dernière partie, si quelqu'un qui gagne, il gagne le championnat du coup. S'il y a nul, ça partira sur des partages rapides. C'est une partie à enjeu extrêmement élevé, hein. Ici ça passe, ça casse quoi. Hein. Et du coup, Ding a les blancs, on l'a vu jouer D4, on l'a vu jouer E4, on l'a vu jouer cavalier F3, on l'a vu jouer C4 aussi pas mal, il a gagné une partie à la ronde 12 contre Gukesh par exemple, avec cette anglaise. Mais du coup il va jouer une rétie, logique, je répète l'idée de la rétie, hein. On vient contrôler le centre avec le cavalier, empêcher la poussée E5 et simplement le développer, hein. Pas grand chose à dire, le cavalier est toujours très utile sur la case F3, donc ça fait sens de le mettre là. Plusieurs choix ici pour Gukesh, il peut jouer symétriquement avec cavalier F6 qui met des positions extrêmement positionnelles, ou il peut jouer sur le centre avec D5, c'est la partie, pour contrôler le centre, empêcher la poussée E4, qui est un gambit d'ailleurs, le gambit Tennyson, mais du coup, il vient simplement contrôler les centres, ouvrir le fou, globalement voilà, il se développe, etc. Plusieurs choix pudding, on l'a vu jouer E3, B3, hein, avec un système extrêmement intéressant avec fou A3 qui avait été joué à la ronde numéro 7, si je dis pas de bêtises, numéro 8 peut-être, bon, globalement une ronde précédente. Le titre de la vidéo c'est Ding nous pond un nouveau système intéressant, et en effet il est intéressant ce système, mais Ding ne va pas jouer ça ici. Il va jouer plus normal, il va jouer une ligne principale, il va jouer G3. L'Est indienne, l'idée c'est de jouer fou G2 pour mettre le fou en fianchetto sur la grande diagonale, puis jouer sur le petit roc, et ensuite on va essayer de jouer sur le centre. Donc c'est ce qu'on appelle une ouverture hyper moderne, on va pas mettre un pion au centre, on va essayer de le contrôler de loin, avec des pièces. Ici Gukesh a plusieurs choix. On a vu notamment une partie de ce championnat du monde où Gukesh avait les blancs, hein, c'est exactement cette même position, mais avec les couleurs inversées, où du coup Ding avait joué G6 pour mettre lui-même le fou en fianchetto. Ça avait fini avec une partie assez bizarre, hein, extrêmement critique. Mais du coup, ici, Gukesh va opter pour une autre option. Déjà, je tiens à dire cavalier C6, et l'idée qu'on voudrait vraiment jouer, on veut jouer sur E5 contre l'Est indienne, mais le problème c'est que là, sur cavalier C6, il y aurait simplement D4, qui vient empêcher tout simplement la poussée E5, défendue par le cavalier et le pion. C'est jouable, hein, mais c'est vraiment très compliqué. Cavalier D7 est une autre idée intéressante pour jouer sur E5, c'est une option qui moi-même m'intéresse, qui a été jouée notamment, j'avais vu une vidéo de Gotham Chess dessus, c'est extrêmement intéressant comme option, hein, avec l'idée que du coup, si jamais tu joues fou G2, elle te prend E5, donc du coup, les blancs sont obligés de jouer D4, et maintenant tu vas jouer cavalier B6, avec une position intéressante qui ressemblera vite fait au système de Londres. Mais du coup, c'est pas la partie. L'idée c'est que Gukesh avait envie de jouer sur l'idée cavalier C6, mais on a vu que c'est pas ouf, donc il va commencer avec C5. Pourquoi? Il veut dissuader la poussée D4 en fait. Et là maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'ensuite, après fou G2, qui est la partie, hein, logique, hein, il continue son système, il va jouer sur le petit roc. Là maintenant, il peut jouer cavalier 6 parce que D4 est parfaitement contrôlé. Et là maintenant, c'est menacé, il va peut-être jouer ça. Et en fait, l'idée c'est que dans les positions avec D4, D5, en général, on veut mobiliser les pions C dans la bataille. Et ici, par exemple, D4, on voit que le pion C des noirs est déjà mobilisé. Et c'est la partie. Je tiens quand même à dire, par exemple, petit roc se prendrait peut-être E5, D3 fou E7. Avec une Est indienne, avec les couleurs inversées, les blancs ont un tempo de plus. Mais pour moi, les noirs ont quand même des chances un peu supérieures à celles des blancs. Pour vous dire, dans les 127 parties de maître qui sont restantes dans cette position, les noirs gagnent 39% de la partie contre 30% seulement pour les blancs. Donc les noirs gagnent plus que les blancs. Et jouer un coup comme C4 est une autre souligne intéressante avec des idées similaires à les Benoni. Et après D4, E3, E5, prise, D3, on a une Benoni avec un tempo de moins, encore une fois, avec un tempo de plus, je veux dire, avec les blancs. Et bon, c'est jouable. Ça fait un peu mal pour les noirs, mais du coup c'est jouable et c'est compliqué. Mais du coup, Ding va simplement jouer sur D4, ce qu'on appelle une Grunfeld inversée, hein. Je tiens à dire du coup ce que c'est la Grunfeld pour vous montrer. C'est D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3 et D5, on a exactement cette même position, mais avec les couleurs inversées, où les noirs auraient déjà du coup eu le temps de jouer fou G7. Donc, c'est exactement ça la Grunfeld, mais avec les couleurs inversées, on voit que le fou il est déjà sorti. Donc c'est pour ça, cette ouverture s'appelle la défense Grunfeld inversée. Là maintenant, on a empêché les noirs de jouer E5.
On prend le centre nous-mêmes, et prendre ici, qui serait la ligne principale dans la Grunfeld, est extrêmement dangereux, parce qu'ici on a cette position où tout pète de partout, et ici les blancs ont beaucoup d'activité, et ça commence à être compliqué, les blancs ont un léger avantage. Donc les noirs doivent être plus passifs entre guillemets que ça, et ils vont devoir jouer un coup comme E6, qui est la partie pour défendre le pion, préparer cavalier F6, etc. Maintenant, Ding a plusieurs choix. Il va simplement opter pour petit roc, pour venir simplement roquer. Gukesh a plusieurs choix ici, notamment le coup principal qui serait cavalier F6 pour développer, suivi de peut-être un coup comme prise, puis fou C5, puis roc. Mais à la place, Gukesh va simplement jouer roc. Va simplement jouer prise du coup, pour l'instant. Autorise les blancs à activer extrêmement leur cavalier, le cavalier est très actif ici, il tape sur le cavalier, mais le cavalier n'est pas non plus très dangereux, et surtout les noirs ont complètement rompu le contrôle central des noirs, donc des blancs je veux dire, donc c'est logique. Ici, un coup comme fou C5 est logique, un coup comme fou cavalier F6 est logique, mais Gukesh va complètement choquer le monde des échecs ici, il va jouer un coup qui est quasiment nouveau dans cette position, il introduit une nouvelle ouverture, il va jouer la défense Gukesh, j'ai envie de l'appeler cavalier G7. Une idée intéressante. L'idée est de simplement venir défendre le cavalier avec un autre cavalier, comme ça si les blancs venaient à prendre, on serait capable de récupérer d'un cavalier et de garder notre fort contrôle central. Mais aussi, il veut prendre peut-être le cavalier pour forcer la dame à sortir, et ensuite j'ai cavalier C6 et gagner un tempo. Donc c'est une idée assez intéressante, on vient momentanément enlever l'activité de nos pièces pour jouer extrêmement solidement et garder nos pièces aussi actives qu'elles le sont de base. Et ici, du coup, Ding doit faire un choix, il ne peut pas réellement empêcher Gukesh de jouer son système, il va jouer C4 pour prendre le centre. Souvent une idée de la Grunfeld, il va essayer d'ouvrir la diagonale de son fou, quitte à sacrifier un pion qui n'est pas réellement sacrifié en réalité, parce qu'ici il y aurait par exemple cavalier B5 pour venir commencer à taper de partout. Donc Gukesh va ici décider de prendre, il va pas prendre le pion, il va prendre le cavalier. Dame et cavalier 6, donc c'est l'approche qu'on avait dit, c'est extrêmement logique, il vient remettre son cavalier à l'endroit actif central où il était, taper la dame. Ici, deux parties de maître ont eu lieu, il y a eu dame D1 et dame C3 qui a été joué. Ici, Ding va jouer dame D1, on remet la dame à la maison pour simplement venir essayer peut-être de se replacer en E2, C2, voire E4 dans le futur. La dame est de toute façon, on n'est pas pressé, donc voilà, on continue. Ici, la partie qui reste, c'est une partie opposant Sarakuskas et Willow. Willow, donc c'est deux grands maîtres. La partie c'était soldé par une nulle. Ici, on continue sur la partie. Il faut savoir que le pion est en l'air, donc il va falloir le défendre. Le seul moyen réellement de le défendre, c'est soit prône, mais on a vu que c'était dangereux dans la Grunfeld parce qu'il représente dame C2 ici. Et le fou est extrêmement actif. Le fou vaut quasiment une tour, je dirais. C'est vraiment un fou monstrueux. Donc à la place, il va jouer D4, donc il ouvre le fou, mais il évite d'ouvrir trop de pièces. Il va ensuite essayer de peut-être E5 pour consolider. Et ici, E3. On suit encore la partie. Ding tape dessus. Si jamais tu prends, je vais probablement te déroquer, celui de fou prend pion, et je n'ai aucun intérêt à faire ça avec les noirs en fait. Je ne vais pas récupérer. Ici, la partie de Willow, c'est pas la partie de Ding et Gukesh, avait continué avec E5, sur quoi il y avait eu prise, tour E1, fou E7 et fou G5. Ici, il aurait fallu jouer sur F6 ou petit roc, c'est logique. Mais du coup, il avait joué fou E6, une légère erreur, sur quoi prise est le meilleur coup. C'est compliqué, mais globalement, c'était l'option théorique qui restait. Mais Gukesh ne va pas jouer ça, il va jouer ici fou C5, du coup, la nouveauté du jour. Ici, il va venir défendre son pion avec la pièce, il vient préparer le roc encore plus rapidement, il vient peut-être maintenant menacer réellement de prendre ici, parce qu'après prise, maintenant il y aurait prise et ça doublerait, ça isolerait un pion. Par exemple, A3 prise, si tu prends du fou, je te prends et j'isole tes pièces, et si jamais tu prends ici du pion, moi je suis content, parce que je t'ai isolé un pion. C'est logique, ça fait peur, mais du coup c'est aussi le meilleur coup des blancs, en égalité avec ce qu'a joué Ding, c'est-à-dire prise. Donc là, logique maintenant, Gukesh peut prendre du fou. Si jamais il prend du cavalier, le problème c'est qu'il y a B4. Un magnifique coup qui pose des problèmes. Ici, tu es obligé de revenir en arrière ici. Si jamais tu prends, tu perds du matériel à cause dame A4, fourchette, et ok KS6 défend, mais là il y a fou pour le cavalier qui enlève le défenseur et je finis par gagner du matériel. Donc, ici tu ne peux pas prendre du cavalier. Prendre de la dame n'est pas possible évidemment, enfin c'est possible mais c'est quand même assez moyen. Donc,
c'est mieux de simplement mobiliser le fou, empêcher celui-là de se développer, parce que s'il se développe maintenant le pion B2 tombe. Donc c'est l'option la plus gênante pour les noirs, pour les blancs. Et ici, il faut gêner les blancs dans leur développement, sinon tu finis par te faire manger. Cavalier C3 joué par Ding, qui lui rompt simplement la tension entre le fou D4 et le fou B2. Petit roc. Cavalier B5 qui vient taper le fou et la dame derrière. Fou B6 défend la dame, plus ou moins, il vient surtout mettre le fou en sécurité. Ici, plusieurs coups sont possibles. Dame E2 est le coup le meilleur, parce que du coup ça prépare tour D1 qui viendrait centraliser la tour et gagner un tempo sur la dame. À la place, Ding va décider de jouer B3 pour jouer sur fou B2, qui est extrêmement logique aussi. A6 joué par Gukesh, tape le cavalier, le force à revenir. Puis fou D4, le fou revient sur sa bonne case, il vient clouer le cavalier, fou B2 le défend. E5, et bizarrement Gukesh a réussi à se consolider. Ici, dans cette position issue de l'ouverture, on a quand même des pièces noires qui sont actives. Le fou blanc est monstrueux, mais on a quand même des pièces blanches à l'aile dame qui sont quand même un peu conjecturées, qui ont un peu du mal à s'exprimer. La dame est bien placée, le fou est bien placé aussi, même si du coup l'aile dame des blancs, l'aile dame des noirs est aussi un peu mal placée. Il y a dame A5 qui risque d'arriver pour clouer, taper un peu plus sur les pièces clouées. Globalement, la position est équilibrée, les deux côtés ont leur chance. Dame D2 joué par Ding qui vient défendre simplement son cavalier avec une idée un peu maligne aussi, défendre le fou, ici toutes les pièces sont développées, et ça prépare des idées un peu intéressantes. Fou ici joué par Gukesh qui là essaie de se développer, et cavalier D5. C'est ça l'idée en fait de Dame D2, c'est que maintenant le fou est tapé par le fou et la dame défend aussi le fou, donc là maintenant toutes les pièces blanches s'auto-défendent, le cavalier est très actif, la dame est déconnectée de la défense du fou, et le cavalier est actif globalement, défendu par le fou. Donc c'est quand même vachement intéressant. Ici, Gukesh doit faire un choix. Soit il décide de prendre ici le fou, qui est un coup logique, sur quoi il y aurait par exemple dame prend et dame D6, qui est logique, suivi ensuite de tour A8, dame B8, entre autres, c'est logique. À la place, Gukesh va essayer de jouer plus activement avec B5, pour prendre de l'espace, essayer de déstabiliser le socle ici du cavalier en D5. Ici, il faut savoir que le cavalier, s'il n'y a pas ce pion, il risque d'être fragile parce qu'il est défendu que par le fou et attaqué par deux pièces. Donc ça peut être extrêmement fragile parce qu'il manque aussi de cases. Mais du coup, ici, Ding de faire un choix. Il va faire un joli choix, il va prendre le pion pour contre-attaquer sur le fou. Pour contre-attaquer sur le cavalier. Là, si tu te dis, purée, je gagne un cavalier, bah déjà, je te prends ton cavalier. Et après, fou prend fou, roi prend fou, dame D5 échec, suivi de dame prend pion, bah ici, maintenant, je gagne le pion. Et j'ai un pion de plus. Et ce qui est marrant, c'est que n'importe quelle ligne qui sont issues de ce coup de fou prend cavalier perdent un pion. Parce qu'en fait, les blancs, eux, ont réussi à récupérer un pion ici. Ils ont récupéré un pion, et ils vont récupérer aussi celui-là, parce que du coup, le fou est trop attaqué. Donc, on ne peut pas prendre le cavalier. À la place, il faut prendre le pion. Ici, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Ici, il faut régler le problème du cavalier qui est dans l'air. Le fou est attaqué aussi. On a plusieurs choix, mais ici, Ding va jouer sur cavalier F4, qui est l'option la plus logique, l'option la plus active. Cavalier C3 est un peu plus passif, plus défensif. Mais c'est complètement jouable aussi, parce qu'on va essayer de replacer le cavalier en E4. À la place, du coup, comme je l'ai dit, Ding joue cavalier F4, et on voit que toutes les pièces sont en l'air. Le fou tape sur le cavalier qui est cloué. Le cavalier tape sur le fou ici, et du coup, le fou ici est attaqué par le fou et la dame. Donc, c'est intéressant. E prend F4, joué par Gukesh, qui vient simplement s'emparer du cavalier. Sur quoi, fou prend cavalier, attaque la tour, fou prend fou, contre-attaque la tour, dame prend fou, puis tour B8. La position est relativement égale, la tour défend ici le pion, le matériel est égal. On est passé d'une position chaotique où tout est dans l'air à une position relativement nulle où le matériel est équilibré. Ici, plusieurs choix. G prend F4 semble être vraiment risqué parce que du coup on met le roi en péril pour pas grand chose. On va en plus probablement perdre le pion parce que du coup la structure est vraiment très endommagée, donc ça ne sert à rien, surtout qu'il y a dame H4 peut-être qui risque d'arriver pour taper partout. Donc très peu intéressant ce coup. Il va plutôt jouer tour FD1, donc il accepte de laisser le pion F4 en vie pour contre-attaquer sur la dame. Ici du coup Gukesh va jouer dame B6 pour attaquer le fou, développer la dame et lier les tours. Fou F3 joué par Ding qui vient simplement garder l'activité du fou et voilà quoi, c'est tout. Fou prend G, F prend G plutôt, H prend G, attention,
il faut se rendre compte que ce pion risque d'être cloué, donc si jamais les noirs attaquent ce pion, il faudra être vigilant. B4, joué par Gukesh, empêche la poussée à 4, et ici, Ding va faire une première décision douteuse. Première décision douteuse, hein, ici, c'est de toute évidence, sa position est nulle en soi, ça va probablement partir sur les départages rapides, mais là il va jouer un coup. Il va jouer A4, c'est-à-dire que Gukesh empêche A4, et Ding va quand même jouer A4. Ce qui est extrêmement risqué. Pour moi, c'est un coup vraiment pas nécessaire. Il sacrifie un pion pour rien, en fait. Ici, j'ai juste envie de vous partager. J'ai vu ça dans une vidéo et j'étais quand même assez amusé. Hikaru Nakamura, hein, le grand maître américain top 10 mondial, en voyant ce coup en direct, il dira un coup ok, un coup acceptable, mais en fait, t'essaies juste de perdre sans aucune raison. Tu perds de... Ça ne sert à rien de se mettre en difficulté comme ça, quoi. Ici, du coup, Ding prend de l'espace et il veut essayer de se créer un pion passé. Hein. Mais le problème, c'est que les Noirs ont en passant joué tempo par Gukesh qui vient simplement venir se débarrasser du pion passé des Blancs. Hein. Et je pense que Ding voulait essayer peut-être de jouer sur le pion passé ici. Mais c'est pas un pion passé. Ici, je tiens à dire que le pion n'est pas en l'air. Hein. Il est attaqué 3 fois et défendu 2 fois. Mais si tu le prends, là le problème c'est qu'il a tour B1. Et ici, t'es cloué, donc tu vas finir par perdre la pièce. Donc ici, à la place, tu dois trouver un autre coup. G6. Mais là, le pion B3 est quand même extrêmement faible, ça ne sert à rien. Dame D4 joué par Ding, qui vient échanger, enfin il vient sacrifier le pion, il se rend compte que ça ne sert à rien de jouer là-dessus. Ici, prendre mène à une finale probablement nulle, hein, que l'on verra un peu plus tard. On a une finale relativement similaire qui est arrivée dans la partie, mais c'est probablement une partie nulle. Un peu comme on l'avait vu dans la ronde numéro 12, dans la ronde numéro 13. Logiquement, ouais, c'est ça. Dans la ronde numéro 13, la partie d'hier. On avait vu une finale relativement équilibrée où les noirs avaient un pion de moins, Ding Liren avait un pion de moins, mais c'était complètement tenable. Et bah c'est un peu le cas ici, toujours Ding Liren qui a un pion de moins, mais la position est tenable. Dame D4, Dame B5. Donc Gukesh refuse de rentrer dans cette finale qui est probablement nulle, et il décide d'essayer de jouer sur quelque chose. Ding force la main à Gukesh et il va jouer B4. Menace peut-être de jouer tour B1 pour défendre complètement, et le fou n'attaque plus le pion. Donc là maintenant tour B1 défendrait le pion pour de bon, et garderait ce pion passé qui risque d'être dangereux. Donc là ici, Dame prend B4 est le seul coup réellement utile pour Gukesh, il vient prendre le pion de plus, mais il accepte du coup de rentrer dans cette finale après tour A8, tour prend A8, fou prend A8, où on a ce même matériel avec tour fou contre tour fou, les fous sont de même couleur, et avec 3 pions contre 2. Théoriquement la finale est nulle, parce que du coup, les pions, comme je l'avais dit hier, sont sur la même aile, ils ne sont pas dispersés, donc ça peut aider, on va dire, les pièces blanches à consolider et à tenir la nulle. Et ici, du coup, Gukesh a un pion de plus et il doit essayer de presser, tandis que Ding doit essayer de tenir. Et c'est le problème, c'est qu'en fait, Ding a beaucoup joué pour la nulle dans ce championnat du monde. Et là, ici, encore une fois, il a une position où il ne peut jouer que pour la nulle, il ne peut pas jouer pour la victoire. Alors que Gukesh, lui, a toujours été dominant, et ici, il a un pion de plus. C'est pas gagnant, mais psychologiquement ça aide un petit peu et il va pouvoir peut-être essayer de pousser sur la victoire. Et Ding du coup doit défendre précisément s'il ne veut pas perdre. Mais donc du coup, on a cette position. Gukesh va jouer G5. Logique, il veut peut-être essayer de pousser H5, H4 tout en empêchant les blancs de jouer F4. Fou D5. Logique, hein, si jamais il y a échange, on est sur une finale de tour complètement nulle, comme on avait vu en preuve la partie d'hier, qui avait juste mené à pas grand chose. Donc à la place, Gukesh va refuser l'échange, et il va jouer fou F5. Tour C1 joué par Ding, il essaie de trouver du jeu, hein, il va jouer en C7, puis taper sur le pion F7, mais roi G7. Tour C7 cloue le pion, fou G6. Maintenant, le pion est parfaitement défendu. Tour C4 joué par Ding, l'idée c'est que si jamais il échange, là ici on a encore une fois une position complètement nulle, parce que même hypothétiquement, si jamais tous les pions étaient échangés, ce fou pourra s'échanger, pourra se sacrifier contre un pion. Et pour vous dire, une finale roi-fou contre roi est nulle parce qu'il n'y a pas de mode possible. Donc cette finale est juste complètement nulle, il n'y a rien à faire. C'est impossible en fait, quasiment, pour les noirs de gagner, même avec autant de bonne volonté du monde. A la place, du coup, Gukesh va refuser l'échange et il va jouer tour B1, échec. Logique, il veut continuer à garder le matériel et il va vouloir jouer quelque chose. Roi G2, tour E1. L'idée c'est qu'en fait, si jamais on jouait par exemple sur H5 avec idée H4, le problème c'est qu'il y a fou E4 qui force au moins un échange de pièces et rentrer sur une finale beaucoup plus simple à tenir, où du coup,
Gukesh peut simplement proposer nul, ou alors il peut essayer, mais ça en vain quoi. À la place, du coup, Gukesh voit l'échange arriver, donc j'ai tour E1 pour empêcher fou E4, et du coup, même si je joue fou E4, maintenant je peux simplement bouger mon fou, et je n'ai pas de problème. Du coup, tour B4. Ding se rend compte que Gukesh ne peut pas faire de progrès, donc il lui dit en gros, allez viens, on va voir si tu peux gagner. La réponse est non, ici c'est complètement tenable. Mais, du coup, Ding va perdre du tempo, comme on avait vu aussi la partie d'hier, il va perdre du tempo pour un peu provoquer Gukesh à essayer de faire des progrès, et du coup, lui prouver qu'en fait ça ne sert à rien. H5 joue par Gukesh, donc il a un tempo, il a un tempo de libre, donc il essaie de se progresser. Tour A4, Ding repère un tempo. Tour E5, tape le fou, fou F3 le défend. Ici G4 semble être un coup logique, mais la poussée H4 devient maintenant quasi impossible à jouer. Fou B4 serait maintenant très intéressant, et ferait en gros globalement nul, c'est important de garder la défense, parce que sinon, par exemple, fou D1, pour vous montrer un truc qui peut très vite arriver dans une finale comme celle-ci, serait une erreur, parce que le fou ne contrôle plus les diagonales, ne contrôle plus ses diagonales, et ici les noirs auraient fou E4, échec, suivi très rapidement de F5, avec une position qui commence à avoir du progrès. Ici, il y a le roi qui va très rapidement se consolider, et la tour qui va peut-être même s'activer comme ça, avec des menaces de tour H1 échec et mat. C'est quand même compliqué à défendre. Mais du coup, que faire? À la place, du coup, ici après fou F3, Gukesh va simplement venir jouer roi H6 pour essayer de consolider son pion. Mais du coup, c'est compliqué. Comment tu fais pour progresser sans avancer tes pions? Roi G1 joué par Ding, qui vient simplement replacer son roi un peu en arrière et autoriser le fou à revenir peut-être en G2 ou en H1. Tour E6. Ici, moi je pensais peut-être à F5, mais là le problème c'est que ça donne tour H5, tour A5, tour A6, autant pour moi, qui commence à être chaud. Le fou est enfermé. Il va falloir vraiment de l'effort pour le mobiliser. Donc après roi G1, Gukesh a plutôt joué tour E6, peut-être préparer maintenant F5, F6 maintenant qu'il n'y a pas ça. Tour C4. G4, donc là maintenant ça y est, il accepte de rentrer dans le jeu de l'Irène et il pousse le pion. Quitte à rendre la poussée H4 un peu plus compliquée. Fou D5, attaque la tour, tour D6, attaque le fou. Fou B7, roi G5. Gukesh améliore ses pièces. F3, ici Ding propose un échange. Si jamais tu prends, le problème c'est qu'après fou prend, ici tu as vraiment des problèmes, parce que du coup le pion G3 neutralise la poussée du pion F et du pion H, donc c'est probablement nul sans sans souci. Donc Gukesh s'en rend compte et il va plutôt jouer un coup comme F5 pour consolider. Et ici pour moi, le coup le plus simple c'était F4, avec l'idée que si jamais tu viens en F6 pour essayer de te centraliser, il y a tour C6 qui vient forcer une finale nulle, comme on l'avait vu. Et si jamais tu viens en H6, tu t'éloignes du centre et maintenant simplement retour C5 pour taper le pion, suivi de fou C8 pour taper un peu plus sur le pion, et probablement un coup de roi d'actif style roi F2 ou roi G2 vient sauver la nulle. Pour moi c'était l'option la plus simple. Mais Ding va tout simplement prendre et dire en gros, ok, là ici il va prendre du pion H, peut-être le pion F était un peu plus précis, mais ça aurait ouvert la cinquième rangée, donc ça aurait permis Ding de faire des échecs. Donc à la place il va interdire les échecs de Ding, mais le problème c'est que du coup la tour contrôle la case et le pion aussi, donc maintenant F5 est une poussée, et la poussée qui ferait progresser la position, mais elle est quasi impossible. Donc ici les noirs doivent être extrêmement courageux et patients s'ils veulent essayer de progresser. Ils vont devoir préparer la poussée, peut-être avec du tour F6, du fou comme ça, comme ça, comme ça, avec peut-être du F5, F5. Ensuite, c'est complètement impossible en réalité à jouer. Donc, ici, c'est là où ça va commencer à être intéressant. Il faut savoir qu'ici, on est au 46e coup, donc il y a un rajout de 30 secondes, et que la majorité des coups sont joués en moins de 30 secondes. Il y a certains qui sont joués en 3-4 minutes, mais globalement, la majorité des coups sont joués quasi tempo, parce que voilà, c'est pas une position qui est non plus extrêmement compliquée, pour des grands maîtres de leur envergure. Ils se rendent compte qu'aussi une forteresse et que c'est compliqué. Tour B4 joué par Ding. Donc il vient empêcher peut-être tour B6 qui viendrait qui gagner un tempo, ça défend le fou. Globalement un coup logique, et comme on l'avait vu, il peut perdre de tempo parce que du coup Gukesh a du mal à progresser dans la position. Fou F7 joué par Gukesh, il va peut-être essayer de jouer sur l'activité de ce fou comme ça. On sait pas. Peut-être sur tour F6 puis F5. Voilà, j'ai mis des petites idées, on sait pas, mais Gukesh essaie juste d'améliorer ses pièces. L'idée c'est que le fou était un peu
enfermé là-bas, donc il va plutôt essayer de trouver une meilleure place par là. Roi F2, tour D2, roi G1, logique, hein, Ding perd du tempo. Roi F6, Ding, Gukesh se dirige vers le centre, tour B6 échec, roi G5, tour B4. Et là, du coup, Gukesh se rend compte qu'il ne peut pas vraiment se centraliser sans être victime à des échecs. Et il va donc préparer la centralisation de son roi avec fou E6. Maintenant, roi F6, tour B6 n'est pas un échec parce qu'il y a le fou sur le chemin. Donc du coup, tour A4 joué par Ding, donc il repère un tempo, il n'a pas vraiment grand chose à faire. Tour B2. Ici, fou C6 était probablement un peu plus précis, parce que du coup, ça garde l'activité du fou et ça garde le contrôle de la diagonale. Mais Ding va plutôt opter pour fou A8, défendu par la tour. Mais le problème, c'est que du coup, le fou n'a plus qu'une seule diagonale et on va voir, ça va poser problème. Ici, plusieurs choix. Mais Gukesh, du coup, lui continue son plan, il va jouer simplement roi F6 pour se diriger vers la case de 5. Tour F4. Le pion F5 est complètement gelé, il n'y a aucune chance que Gukesh gagne. En fait, l'idée, c'est qu'ici, le seul progrès que Gukesh a, c'est F5. Donc ici, c'est compliqué. Roi E5, il essaye, mais il n'y a aucune chance que Gukesh gagne. Ici, la position est complètement nulle. Il n'y a aucune chance que Gukesh... Une gaffe. C'est quoi ça? Je vais être honnête, là, c'est pas la première fois que je découvre ce coup. En fait, j'essaie de reproduire un peu mon réaction que j'ai eue quand je l'ai vu. Je me souviens, en fait, c'était un gars, j'étais dans la voiture avec un jeune de mon club, et il m'a dit « Nathan, regarde ce coup qu'a joué Ding, et dis-moi ce que t'en penses. » Il m'a dit, en fait, que Ding était perdant. Je me suis dit, bon, peu étonnant, en fait, hein, parce que du coup, c'est ce que je dis, hein, je suis le championnat depuis le début, et Ding était complètement dominé par Gukesh, mais du coup, je vois que ici on a tour F4, je vois tour F2, je réfléchis 2-3 secondes, et je me rends compte que c'est nul. Enfin, que c'est nul en mode mauvais, hein, c'est pas partie nulle. Là, c'est complètement gagnant pour les noirs. Mais je vois ça, mais la première fois que je vois ça, je suis choqué. Je suis scandalisé. Parce que cette erreur, hein, tour F2, je l'ai trouvée en 3 secondes, et pourtant je ne suis pas si fort, je suis 1800 Elo, bon, je suis fort, mais je suis pas un maître, quoi. Eux, c'est des grands maîtres. C'est vraiment la crème de la crème. Ding a été 2e mondial. Il était 2820 Elo. Je ne comprends pas comment un joueur de cette ampleur, particulièrement en championnat du monde, peut faire une erreur comme ça. L'idée, c'est que là, je sais pas si c'est juste parce qu'il a pris la confiance, parce qu'il a tenu depuis 35 coups, ou si c'est juste de la fatigue qui l'a fait faire n'importe quoi. Mais il a joué ce coup en 15 secondes. Donc il a même pas pris le temps de réfléchir, alors qu'il lui restait 9 minutes et demie. Je trouve ça, en gros, inadmissible. Limite, hein. Après, évidemment, il a fait une erreur, c'est pas de sa faute, hein. Enfin, c'est sa faute, mais c'est pas... Il a pas fait exprès, quoi. Mais je trouve une erreur à ce niveau juste complètement scandaleuse. C'est selon moi, je vous le dis très honnêtement, avec du coup le coup de tour H5 qu'il y a eu à la ronde 3, joué par Ding lui-même, hein, comme quoi il est vraiment pas dedans. Pour moi, ce coup, c'est la pire gaffe qu'il y a eu en championnat du monde. Alors, pourquoi c'est une gaffe? En réalité, bon voilà, maintenant que j'ai un peu fait mon coup de gueule, hein, parce que c'était vraiment, voilà, je devais le faire. Pourquoi il perd? Parce que en soi, ça peut paraître logique. On vient simplement continuer de proposer l'échange de tours, et on a vu que si on échangeait les tours, c'était parti nul, non? Eh bien non. Non. En réalité, c'est pas si simple que ça. L'idée, c'est que les noirs, on sait qu'ils ont un pion de plus, mais du coup, je vais essayer de vous résumer ça un peu normal. Les échanges sont tels que si jamais, là, dans cette position, il n'y a aucune pièce échangée. Genre, si jamais les pièces, si jamais, mettons, là, par exemple, si on a aucune pièce, si on garde les pièces comme ça, c'est parti nul. Si on n'échange que les tours, c'est parti nul, parce qu'il reste les fous pour venir canaliser les pions. Si on échange que les fous, c'est aussi parti nul, parce que la tour va permettre avec le roi de contrôler le pion de plus et de finir par le stopper, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe si on échange les deux paires de pièces? Et bien là, c'est gagnant pour les noirs. Pourquoi? Parce que le roi seul ne suffit pas à canaliser un pion. Parce que du coup, le roi va permettre d'épauler son pion. Donc, cette finale, si jamais on enlève les tours et les fous, c'est gagnant pour les noirs. Et en fait, ce coup de tour F2, c'est perdant. Et en sachant ça, pour vous dire, c'est carrément l'un des principes les plus élémentaires
à leur niveau, je veux parler, hein, c'est un coup peut-être pour les... T'apprends ça quand t'es 1500, 1600 Elo, on va dire. Pour eux, c'est censé être élémentaire, censé être acquis, mais de fou. Et il va jouer ce coup et autoriser Gukesh à tout échanger, comme on va le voir. Quand on regarde sur la caméra, j'ai juste envie de montrer, juste envie de vous dire un peu ce que mon anecdote. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai vu ce coup, j'étais complètement choqué, mais je suis pas le seul. Vous pouvez, il y a carrément des compilations de ce coup sur internet, où vous pouvez simplement rechercher compilation de réactions à la gaffe de Ding au championnat du monde, je sais pas n'importe quoi, et vous verrez en fait qu'il y a plein de commentateurs qui ont fait des réactions mais disproportionnées. Notamment, je me souviens, je regardais aussi le stream de Blitzstream, qui faisait du coup le stream en direct en français, c'était l'un des seuls. Et quand il a vu ce coup, mais il était choqué. Il était choqué, et comme moi, il a fait un petit coup de gueule parce que c'est pas censé être arrivé. C'est une erreur de 1600 Elo ce truc. C'est vraiment inadmissible. Quand on regarde aussi Chess Base India, du coup, vu que Gukesh est un, ils ont commencé à célébrer en disant que Gukesh était champion du monde, je sais pas quoi. Mais globalement, tout le monde a pété un câble parce que c'est pas normal que ça arrive. Et, pour vous dire aussi, je suis en train de chercher parce que du coup j'ai mon petit script. Voilà, ça, je devais dire ça, c'est pour ça que j'avais dit ça. On voit la caméra Gukesh qui réfléchit, mais on le voit qui commence à péter un câble. Non pas qu'il soit dégoûté, mais il est juste choqué. Il est choqué parce qu'il se rend compte qu'il va gagner. On regarde, il commence à trembler, il commence à jubiler. Ça n'a aucun sens. Mais en gros, voilà, l'idée c'est que une grosse gaffe. Ding, Gukesh va réfléchir 2 minutes, non pas parce que c'est compliqué à voir, hein. Il a dû le trouver instantanément, mais il devait être en mode attends, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai quoi. Mais sauf que c'est pas trop beau pour être vrai. Parce que Ding, on le voit à la caméra aussi, il est juste dégoûté, il commence à se frotter la tête, il commence à ressasser. Il a joué beaucoup trop vite. Je trouve que je fais mon petit coup de gueule, mais je trouve ça quand même extrêmement drôle qu'il perde le championnat comme ça. L'idée c'est que là en fait, je vous montre la partie, maintenant j'ai un peu plus longtemps, j'ai fait mon petit blabla. Tour.f2. Ok, je récupère, mais fou des 5. Et le fou qui était en A8, comme je vous l'ai dit, ça a posé problème ensuite. Bah le fou en fait en A6, en A8 il n'a qu'une seule diagonale. S'il était en C6, il aurait pu fuir en A4 ou en D8 par exemple. Mais là c'est impossible, il a une seule diagonale. Il est attaqué par le fou, ce qui fait que si les blancs ignorent et qu'ils améliorent leur roi, il va simplement perdre le fou, et ici c'est perdu. Et s'il ne le fait pas, il est obligé de prendre, parce que du coup il n'a aucune case sortie, ici c'est tout contrôlé par le fou. Donc il est obligé de prendre, et de partir sur une finale gagnante pour les noirs. Parce que ici les noirs ont un pion de plus. Après, c'est quand même un peu plus compliqué, parce que cette finale, je pense qu'il a dû mal la juger. Mais en réalité, dans les finales, ce qui est important, c'est que déjà la majorité des finales de roi et pion, où un côté a un pion de plus et que les deux rois sont actifs, sont gagnantes pour le côté avec le matériel en plus. À grande majorité, sauf si c'est un pion de l'aile, et ici ce n'est pas un pion de l'aile. Mais ici, l'important c'est l'opposition. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas pensé à l'opposition, mais l'idée c'est qu'ici, on le voit, il va rester comme ça pendant 1 minute, il va se voiler la tête, il va réfléchir. Mais finalement, il a compris. Il a compris qu'il est mort. Il va jouer roi E3. Gukesh revient sur l'échiquier. Il joue roi E5. Et Ding abandonne ici. Il abandonne. Gukesh gagne le championnat du monde. Mais du coup, pourquoi c'est perdant ça? Parce que, ok, je tiens à le dire, hein, si jamais si vous êtes entre 0 et 1600 Elo, ce coup tour F2, je le comprends. Parce qu'il est complètement naturel, on essaie d'échanger les pièces, je le comprends. Mais un joueur de l'envergure de Dingleren, 2700 Elo, n'est pas censé faire cette erreur. Mais pourquoi? Parce que la finale est considérée comme étant gagnante en fait. Peu importe ce qui se passe, elle est gagnante. Les noirs ont l'opposition, il y a un pion de plus. Mais du coup, pourquoi? Déjà, si jamais il joue par exemple roi D2, il y a simplement roi D4 qui garde l'opposition, et on va ensuite tout simplement venir pêcher le pion, hein. L'idée c'est que quand il y a des pions qui se regardent comme ça, si jamais un côté réussit à faire ce qu'on appelle les ailes de l'oiseau, c'est un entraîneur d'un autre club qui avait utilisé cette analogie que je trouve extrêmement intéressante, on va décider des petites ailes comme ça. 3 cases de chaque côté du pion. Et si jamais le roi, du coup là ici on a le pion blanc, hein, si le roi noir réussit à s'infiltrer sur ses ailes, il va réussir à gagner. Et à gagner ce pion en fait. Et du coup, inversement aussi pour ce pion, hein.
si jamais il n'est pas défendu, là il est défendu donc c'est un peu différent. Et du coup par exemple ce pion, si on veut le gagner, on va faire les petites ailes comme ça. On a ces trois cases, et du coup ces trois cases, deux cases du coup, parce qu'il n'y a pas de case I5, mais du coup voilà. Et l'idée c'est que ce pion du coup, si les noirs réussissent à s'infiltrer sur ces trois cases là, il va le gagner. Donc ici on se rend compte qu'en fait après ça, peu importe ce qui se fait, s'il vient là, il vient là, s'il vient là, il vient là. Globalement en fait, les noirs réussissent à s'infiltrer sur les ailes du pion, et il va réussir à le gagner. Par exemple, pour vous montrer comment ça peut montrer, je vais vous montrer l'autre coup, hein, parce que du coup j'ai analysé l'autre coup. Roi F2 est similaire, parce que du coup j'ai tour D4, roi D4, roi E2, roi E4, donc on a exactement ces positions. Roi F2, roi D3, roi F1, roi E3, pour vous montrer du coup que l'aile gagne en force. Et ici par exemple tu viens là, je viens là, tu viens là, je viens là, et bizarrement ton pion contrôlera la dernière case, donc je suis obligé de te donner mon pion. C'est l'idée en fait. C'est un zigzag. Et donc, ici, il ne peut pas revenir en arrière. Donc le seul coup restant, c'est c'est roi D3. Ici, roi D5 n'est pas réellement intéressant. On va simplement revenir en E3 et la position se répète après roi E5. Donc en soi, c'est pas intéressant. Mais du coup, comment gagner si jamais il n'y a pas ça? Bah, l'idée, c'est que dès que les blancs se dirigent vers D3, ils ne contrôlent plus la poussée F4. Et du coup, maintenant, il y a F4. Et là, c'est différent. Parce que du coup, si tu récupères, déjà, maintenant, je vais pouvoir prendre. Et t'as beau essayer de revenir, je vais pouvoir venir en H2 et j'ai un tapis rouge pour mon pion qui va filer la dame. Donc du coup, que faire? Après F4, roi E2 est le coup principal, du coup, prendre serait une grosse erreur parce qu'il y aurait roi F1 puis roi G2. Et ici, croyez-le ou non, c'est une partie nulle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une partie nulle. Et du coup, F3 est le coup principal, et là ici, c'est complètement perdant. Roi F2, roi E4, attention, il faut faire gaffe parce que du coup, roi F1, si on avance trop, hein, ici, si on pousse F2 et qu'on vient là, c'est patte. Donc il faut faire quand même vachement gaffe. Mais là, le problème, c'est qu'ici, il y a roi D2. On sacrifie le pion, mais on est sur une aile. Et on gagne le pion. Et on va finir par faire dame. Donc, c'est quand même, je trouve ça bizarre, on va dire, que Ding fasse cette erreur de tour F2. Mais du coup, Gukesh gagne ce championnat du monde. Je trouve que c'est pas le meilleur moyen, du coup, de gagner le championnat du monde, parce que du coup, il l'a gagné sur une erreur vraiment débile de Ding pour son niveau. Je pense que Ding était juste plus dedans. Hein. Ça fait 4 heures qu'il joue, ça fait 3 semaines qu'ils sont en train de jouer. C'est logique qu'il craque à un moment. Mais je trouve que c'est quand même ridicule de craquer sur ça. Hein. Mais bon, ainsi soit-il, j'ai envie de dire. Mais du coup, Gukesh gagne ce championnat du monde. Je trouve personnellement qu'il l'a mérité. Quand on regarde la majorité des parties, il a dominé. Sauf du coup la 12e ronde, hein, je vous rappelle, où Ding a éclaté Gukesh. Mais du coup, Gukesh finit par gagner ce championnat. C'est très très bien joué de sa part. Je trouve qu'il le mérite. Bravo à lui, c'est le plus jeune champion du monde de l'existence, de l'histoire des échecs. Il a 18 ans actuellement et il est champion du monde. Je trouve que c'est extrêmement... C'est incroyable parce qu'il était aussi le plus jeune challenger euh, du monde, du coup. Et c'était aussi le plus jeune vainqueur des candidats, du coup. C'est quand même assez incroyable dans le parcours, hein, dans l'histoire, qu'un jeune à peine majeur finisse par être champion du monde. Pour vous dire, je crois que Magnus a été champion du monde à 25 ans, 24 ans. Donc c'est vraiment extrêmement, c'est incroyable. Gukesh a de grands jours devant lui, il va probablement apprendre quand même pas mal de ce championnat du monde. Il a encore 10-15 ans pour s'améliorer et continuer à pousser le niveau. Mais je trouve que c'est quand même bien joué. Je suis très content de voir que la génération indienne, la génération de jeunes indiens, et jeunes tout court en fait, hein, c'est pas que des indiens, il y a aussi Abhishra Mishru, non, Mishra Abhimanyu, je crois, comme ça, le plus jeune grand maître du monde, il y a aussi Fosinoro, tous les jeunes comme ça, Volodar Murzin qui est champion du monde rapide à présent, tous ces jeunes qui sont extrêmement prometteurs, pour moi c'est une bouchée d'espoir en fait, parce que du coup la génération de Ding, Magnus, Hikaru, a laissé son titre de champion du monde à la nouvelle génération. Donc je trouve que je pense que de nouveaux jours sont vraiment... euh, enfin, l'avenir des échecs est tracé. Et pour moi, c'est quand même un bon espoir vis-à-vis des échecs. Ça montre une nouvelle manière de penser. On voit que Gukesh a fait que surprendre son adversaire. Il agit beaucoup plus agressivement, hein, contrairement à l'approche très classique des grands maîtres d'aujourd'hui. Je trouve que c'est quand même très passionnant de voir ce choc de génération. Et Gukesh a fini par l'emporter. Donc, félicitations à lui. Je trouve que ce championnat du monde était extrêmement passionnant. Je me suis bien amusé à l'analyser.
Je m'excuse encore une fois pour l'attente qu'il y a eu entre les rondes. J'ai eu beaucoup de problèmes personnels et j'ai été extrêmement occupé. Mais du coup, je vous dis merci d'avoir suivi ce championnat du monde avec moi. J'espère que mes analyses vous ont permis d'apprendre un peu plus sur les parties et permettre peut-être d'approfondir vos connaissances stratégiques. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à vous abonner, à liker les vidéos si c'est le cas. Je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Je suivrai probablement aussi le championnat du monde feed féminin qui aura lieu en 2025 entre Tu Wenji, je crois, et Ju Wenjun. Je vous invite à voir les pages correspondantes pour en apprendre plus. Mais du coup, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était un vrai plaisir de suivre ce championnat du monde avec vous. J'espère que vous avez aimé. À bientôt. C'est Dragon Alpin. Tchuss.